Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité tout de suite pour parler de souveraineté numérique est Thomas Fauré, président fondateur de Waller. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Alors d'abord en un mot, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Waller ? Oui, Waller, c'est une plateforme française de réseaux sociaux collaboratifs qui s'adresse essentiellement aux entreprises, aux associations, etc. Et on a, si vous voulez, un équivalent de grandes solutions GAFA, mais développées en France et avec un ADN de protection de la donnée et de cybersécurité très important chez nous. Alors justement, c'est parce que vous avez vu ce choix de la CNIL de privilégier Microsoft pour l'hébergement des données de santé que vous avez lancé une pétition pour alerter sur cette souveraineté numérique. Je rappelle en fait ce qui s'est passé. Il y avait eu d'ailleurs le drame du Health Data Hub en 2019 avec Microsoft où on avait fait un coup en arrière, un coup en avant. Et puis là, on apprend avec la publication au journal officiel le 31 janvier que la CNIL a donné un accord pour que Microsoft héberge les données de santé des Français pour ensuite faire des études sur les impacts à long terme, etc. Et on explique d'ailleurs que c'est à regret que la CNIL choisit Microsoft parce qu'il n'y avait pas finalement de solution française à cet hébergement. Oui, c'est cet argument précisément moi qui me scandalise. Alors, on a un écho des années 2020, des années Covid, puisque en fait cet hébergement de données de santé des Français est opérationnel depuis 2020. Mais il avait été quand même dit que c'était provisoire, que Microsoft a été choisi pour héberger ces données. Ouais. Et l'argument qu'on nous avait sorti à l'époque, je me souviens, c'était Cédrico, le ministre délégué du numérique au Sénat, avait dit, et ça avait mis en colère Octave Klaba, qui est le patron d'OVH, un des grands hébergeurs français, avait dit que les Français n'étaient pas au niveau et ne savaient pas faire. Moi, ça me scandalise. Je vais vous dire en deux mots pourquoi, ou après on peut en parler en détail, mais ça me scandalise parce que tant qu'on continuera à avoir ce discours de dire on ne peut pas vous confier tel ou tel marché parce que vous n'êtes pas au niveau, on risque pas d'arriver à ce niveau. C'est-à-dire comment ces géants du numérique et de la technologie, que sont les Américains en particulier, ont réussi à atteindre un niveau supérieur au nôtre. C'est par la commande publique de leur pays, c'est parce que les États-Unis ont commandé des contrats à Microsoft, à Facebook, et même si on élargit un peu à la technologie, vous voyez les fusées d'Elon Musk, avant même qu'il ait commencé à en construire une seule, étaient déjà commandées par l'État américain. Donc on peut toujours continuer à dire on n'est pas au niveau, c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement les technologies françaises et européennes sont de niveau inférieur aux technologies américaines. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'on fasse un raccourci en disant, en fait, on pense que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que là, pour le coup, on est tout à fait capable et on a tout à fait les compétences de pouvoir rattraper ce niveau technologique. Et en fait, à chaque décision, on recule. Et surtout, on a toujours la même excuse de dire que c'est une solution provisoire. Là, Microsoft, ce serait pour 3 ans et on verrait. Le vrai problème, en fait, qui est soulevé par ce choix, c'est que cette société américaine, Microsoft, est soumise aux lois extraterritoriales des États-Unis, le Cloud Act notamment, et la loi FISA, qui permettent en fait que les données de santé des Français qui vont être hébergées sur ces serveurs pourraient être accessibles aux services de renseignement américains sans que nous en soyons informés. Oui, pourraient et peuvent en fait. Elles sont clairement accessibles. Effectivement, la loi FISA permet aux services américains, bref, au gouvernement américain, d'accéder à toutes les données qui sont stockées via des hébergeurs et des fournisseurs américains. C'est effectivement là, le scandale est effectivement là, parce que quand on regarde ce qu'a dit la CNIL, non seulement elle dit que les Français sont pas au niveau. Évidemment, je m'insurge. Mais deuxièmement, elle dit que nous ne sommes pas au niveau en cybersécurité. Et alors là, c'est doublement étonnant. D'abord parce qu'on a un écosystème en France de cybersécurité qui est absolument au niveau. Et deuxièmement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la cybersécurité, entre guillemets, la sécurité informatique des données de santé. Il s'agit clairement de la sécurité vis-à-vis aussi de ce que peuvent être des ingérences extérieures et en particulier américaines.
et on a une sorte de drap pudique qui est voilà, non, ça c'est pas de la sécurité. On voit bien quand on parle d'ingérence étrangère dans la bouche des parlementaires français ou du gouvernement, il s'agit des Russes et des Chinois. Quand il est question des Américains, que ce soit les écoutes, il y avait eu des écoutes à l'époque d'Obama de dirigeants européens, on n'en parle pas, que ce soit l'utilisation de logiciels américains, y compris par la Défense et par le ministère de la Défense français, voile pudique sur la question. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on est totalement dépendant des produits des GAFAM et des produits des entreprises américaines et qu'on n'a pas d'autre choix et donc qu'il faut faire avec? Ou est-ce que c'est un choix politique? Je pense qu'il y a un grand mythe à déconstruire qui consiste à penser que nos alliés sont nos amis. C'est d'une naïveté terrible, coupable. Et croyez-moi, au plus haut niveau de l'État, ils pensent pas une seule seconde que ce soit vrai. C'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde depuis toujours, un État est un État. Il peut avoir des alliés, effectivement, mais pour autant, il y a une tension entre chaque État qui est réelle. Et ce serait que d'être aveugle, que de ne pas percevoir la tension économique qui nous est imposée, et en particulier dans le domaine technologique par les États-Unis, qui évidemment mènent une politique, une géopolitique impériale, il faut le dire. Voilà, les États-Unis ne supporteraient pas probablement d'être écartés, ne serait-ce que pour tel ou tel, je dirais, domaine, en particulier les domaines régaliens, les domaines stratégiques. Mais quand même, quand Palantir avait été choisi par le renseignement français, Palantir, entreprise américaine, là on était sur un sujet extra sensible et ça n'avait pas eu l'air de froisser ou d'inquiéter les responsables du renseignement. C'est tout à fait le problème de ces sujets un peu pointus, que sont les sujets technologiques. Beaucoup d'absurdités passent sous le radar, je dirais, de la conscience du grand public. Et ce que j'ai voulu faire d'ailleurs et ce que je veux faire avec cette pétition que j'ai lancée il y a 2 jours, c'est d'éveiller les consciences du grand public. C'est pour ça d'abord que je vous remercie de m'avoir invité, parce que la parole, elle est apportée pas seulement auprès des experts, qui ont tous un avis, qui ont une analyse précise, etc. Mais ils sont trop peu nombreux pour que c'est un certain impact. Il faut que les Français, les citoyens, ceux qui votent, aient conscience que les enjeux derrière la technologie, même s'ils sont moins palpables, et c'est ça leur défaut, que les enjeux de l'agriculture, de la santé ou de la sécurité, les enjeux de la technologie sont extrêmement importants et extrêmement prégnants dans nos vies. Ils sont au quotidien, partout, que ce soit l'utilisation des écrans par les jeunes, l'utilisation des données par Facebook et tous les GAFAM. Est-ce que, quand on entend les discours volontaristes en ce moment de Gabriel Attal sur le réarmement, la souveraineté, qu'elle soit alimentaire ou autre, est-ce que c'est des mots creux? Est-ce que c'est de la com? Est-ce qu'on a les moyens d'une souveraineté numérique en France? Si vous voulez, pour dire la vérité, ces gens-là ont déshabillé la souveraineté. Le mot souveraineté, il y a quelques années, était un mot encore assez peu prononçable. Et ceux qui le prononçaient, je pense, du moins, c'était dans le sens constitutionnel. La souveraineté, c'est la liberté qui appartient au peuple, voilà. Et puis c'est vrai dans chaque État, c'est vrai auprès de chaque nation. Évidemment, moi je fais partie de ceux qui ont beaucoup milité pour que ce concept de souveraineté sorte du placard et qu'on lui retrouve un sens solide, un sens positif, et qu'on arrête de le jeter aux oubliettes. Et maintenant, peut-être à cause de ceux qui ont milité pour recouvrer justement ce terme, finalement c'est devenu du souveraineté washing. Alors, je ne dis pas que tout est creux, parce que en réalité, les gouvernants s'aperçoivent bien que ce sujet touche le peuple, touche la nation, et il est clair qu'on peut pas continuer comme ça à vendre, à tout brader. Il y a un moment, si on veut garder un peu de liberté, il faut être capable de consolider et de récupérer cette souveraineté. Mais malheureusement, ce qu'on veut, c'est des actes.
pas des paroles. Les paroles, elles sont très importantes quand on est un dirigeant politique. Elles sont fondamentales, mais elles doivent s'aligner aux actes. On a ce mot souveraineté d'une part. D'abord, s'agit-il de la souveraineté française ou de la souveraineté européenne? Là aussi, il y a un grand flou. On va en parler, bien sûr, parce que c'est un terme mais ça veut tout dire. En réalité, question. ce débat veut tout dire. On va en parler dans un instant sur à la fois les actes, sur les avancées quand même, positives ou pas, et puis il y en a. Cette question de souveraineté européenne. À tout de suite, 0826 300 300, le standard, si vous souhaitez poser vos questions à notre invité et parler de cette souveraineté numérique. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et nous sommes de retour en studio avec Thomas Forêt, président fondateur de Waller, pour parler de cette pétition contre la CNIL qui finalement décide de brader les données de santé ou de les offrir à Microsoft, malgré le fait que cette entreprise américaine ait à peu près tous les droits sur nos données de santé qui sont quand même assez sensibles. On parlait à l'instant du thème de souveraineté, avec ce souveraineté washing où c'est un peu à toutes les sauces, comme le réarmement en ce moment. Et Emmanuel Macron se plaît à évoquer la souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça veut dire en termes numériques, la souveraineté européenne? Est-ce qu'il y a une réalité de ce terme? Et est-ce que l'Europe a favorisé quand même une protection d'entreprises européennes face aux entreprises américaines? On peut parler quand même du DSA, quelques avancées au niveau du droit européen, ou non? Alors, sur la première question, est-ce qu'on peut parler de souveraineté européenne? Beaucoup utilisent ce terme. Moi, j'y souscris pas du tout, parce que derrière la souveraineté, il y a un peuple. Et dans l'Union européenne, il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs peuples, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'est pas une fédération. C'est pas les États-Unis d'Europe, donc il n'y a pas de souveraineté européenne. Il y a des souverainetés nationales, il y a des souverainetés en Europe, nationales en Europe, si vous voulez, mais il n'y a pas de souveraineté européenne. En revanche, il est clair que c'est important de pouvoir peser, comme on dit, auprès des États-Unis, des Chinois, etc. Et c'est sûr que ensemble, si les Européens se mettent d'accord, évidemment, il y a cette condition, ce sera intéressant d'avoir des accords et peut-être améliorer l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie, l'autonomie des pays européens en matière numérique. Alors, est-ce que l'Europe protège ou favorise l'émergence ? Bon, on a vu quand même son rôle, l'Union européenne, aujourd'hui, c'est de légiférer. Elle a sorti le RGPD qui protège les données personnelles des citoyens européens, et ça, c'est une très belle avancée. Et puis maintenant, on a le DMA, le DSA, qui sont des réglementations qui s'appliquent et surtout aux géants du numérique, ce qu'on appelle les gatekeepers. Et évidemment, ça, c'est des bonnes avancées. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais c'est défensif. Il n'y a rien aujourd'hui de réellement offensif. Il n'y a pas de stratégie alignée en Europe. Et les États européens sont pas d'accord entre eux. Clairement, la voix de la France aujourd'hui, c'est celle qui porte le plus justement le sujet d'autonomie stratégique. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas que du négatif. Oui, il y a quand même des avancées qui vont dans le bon sens, y compris en France aussi. Est-ce qu'on a vu des choses qui allaient dans le bon sens? Oui, en France, on a vu un virage après le départ de Cédric O. Et puis l'avènement du second mandat d'Emmanuel Macron, avec le nouveau ministre délégué au numérique qui était Jean-Noël Barrot, qui n'avait pas du tout la même posture et effectivement était plus dans d'abord le dialogue avec, y compris les petits acteurs que nous sommes, mais une volonté, je crois, de les mettre en avant. Donc ça c'est sûr que c'est une bonne chose. Il reste un point noir fondamental, c'est que aujourd'hui, la France est incapable, à cause de l'Union européenne, de pouvoir flécher la commande publique auprès des acteurs français ou européens. À cause de la concurrence libre et non faussée, oui, exactement, et du coup, les Français vont être perdants, d'où Microsoft. Et ça, c'est le gros point noir. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourra mener toutes les politiques de subvention, de je ne sais quoi, ce qui a fait émerger les géants en Chine, aux États-Unis, etc., c'est la commande publique, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on a un énorme point noir. Les Français, je crois, ils sont plus ou moins favorables, mais c'est absolument pas le cas ni des Allemands ni ailleurs. Il y a une dépendance au GAFA
dans d'autres pays en Europe, qui est évidemment très importante, et je pense à l'Allemagne, où ils sont absolument pas prêts à se départir de Microsoft et consorts. Et quand vous voyez, vous dites que c'est purement défensif, mais on a vu quand même le commissaire européen Thierry Breton très offensif vis-à-vis de X, le réseau social racheté par Elon Musk. On a l'impression que c'est une vendetta, une guerre personnelle contre ce réseau. Qu'est-ce que vous pensez qui va en sortir? Est-ce que l'Union européenne peut gagner contre X, ou est-ce que ce sera simplement une guerre de posture? Oui, c'est sa marotte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, ça m'intéresse pas tellement. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, oui, il faut bien sûr faire en sorte que les réglementations soient appliquées, et ça va de soi. Mais pourquoi X et pas Facebook, par exemple? Vous voyez? Ça me dérange. Visiblement, a pris le choix de la liberté de parole. Oui, alors voilà, Elon Musk a eu des positions en faveur mais c'est ça. En fait, ce qu'on peut lire, en fait, c'est clairement une grille de lecture d'opinion politique. Voilà. Ça, c'est un peu gênant quand même. Mais surtout, c'est pas ça qui va faire émerger quelques forces vives en Europe. Je le redis, ce qui nous manque, c'est la liberté de pouvoir flécher de la commande vers les acteurs nationaux, vers les acteurs européens. Élargissons à l'Europe. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je préférerais que nos données de santé soient hébergées aux Pays-Bas qu'aux États-Unis. Voilà, c'est très simple. Mais comment, regardez, on fête les 20 ans des réseaux sociaux ces jours-ci. En 20 ans, il n'y a eu aucune alternative européenne, alors que dans le même temps, les Chinois ont créé TikTok, ont créé Weibo et plein d'autres choses. Nous, l'Europe, c'est finalement impossible quasiment d'avoir l'émergence d'un acteur qui serait à hauteur de concurrencer un acteur américain. Oui, et à cause pour moi de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que nous courons, c'est-à-dire nos dirigeants en Europe, et en particulier français, courent toujours à faire le futur. Alors là, on en est où? À l'intelligence artificielle, ChatGPT. Le ChatGPT européen, c'est ça qu'ils veulent faire. L'année d'avant, c'était le métavers européen. Et puis on avait vu, les années d'avant, c'était la blockchain européenne. C'est ça. En fait, on court après l'idée de l'innovation qui est déjà réalisée en fait depuis 30 ans aux États-Unis. Et ça continue. Et en fait, pour moi, ça c'est vraiment le premier facteur. C'est en fait courir à la course perdue. Enfin, on a déjà perdu là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de filière de recherche où nos chercheurs sont sous-payés? On voit par exemple Facebook a misé sur l'intelligence française avec son centre sur l'IA qui est à Paris avec Yann Lequin par exemple. Donc finalement les gens qui ont les capacités, qui ont fait des études, partent très vite bosser pour des entreprises américaines parce qu'ils ont à la fois les moyens de poursuivre leur recherche et qu'ils sont bien mieux payés que s'ils étaient restés en France. Ça c'est le deuxième facteur pour moi, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est tout simplement la confiance dans nos compatriotes. La confiance dans les entreprises françaises, elle est pas là. Et là, encore une fois, ce verbatim qui est indiqué dans la déclaration de la CNIL à propos de l'hébergement des données de santé en témoigne. Il n'y a aucune confiance accordée au fait que les entreprises françaises puissent être capables de se hisser technologiquement. Et ça c'est honteux parce que ce qu'il y a derrière, c'est un manque de confiance dans la nation, soyons clairs, ou dans les nations européennes. Si vous voulez, moi, en tant qu'entrepreneur de la technologie, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas être d'accord, à aucun moment. Mais est-ce que vous avez des contacts avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problèmes qu'en France, dans d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a une initiative qui pourrait se faire jour pour aller à l'encontre de ces traités européens qui imposent cette concurrence libre et non faussée, qui favorise finalement les grands groupes internationaux? La seule voie crédible, c'est la voie politique. C'est-à-dire que ce qui empêche le fait que la commande puisse être fléchée vers des appels d'offres qui soient réservés à des acteurs européens, c'est ça qui est un problème, ne permet pas aujourd'hui de jouer la concurrence, une concurrence saine, puisque de facto, depuis des décennies, nous sommes en retard sur les technos qui nous sont présentés en concurrence, qui sont américaines, bientôt chinoises. Ce qu'ont fait les Chinois, ce que vous dites, ils ont créé des alternatives et tout, mais évidemment, parce qu'ils ont mené une politique strictement protectionniste. Il y a 0% de la commande publique chinoise
ce qui peut passer vis-à-vis, et dans tous les domaines, vis-à-vis auprès d'entreprises non chinoises. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut pas aller, évidemment, à ces extrémités, parce qu'on n'a pas envie forcément de ressembler à la Chine, à la gouvernance chinoise, mais en revanche, on pourrait tout de même dire, pour certains marchés, par exemple, les données de la santé, les données de la défense, les données sensibles, comme vous disiez, de l'État et des États européens, on devrait dire c'est obligatoire d'être une entreprise européenne. C'est obligatoire. Je vois pas pourquoi on le fait pas. On en est très loin quand même. Cette pétition que vous avez lancée, elle est trouvable où, si on veut la signer ? Elle est trouvable. Alors moi, je l'ai publiée sur LinkedIn, sur X, sur les médias sociaux classiques, malheureusement américains, vous avez noté, mais elle est disponible aussi sur le site mesopinions.fr, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Je souligne qu'il y avait une autre pétition qui avait été couronnée de succès. Celle-là, c'était sur la nomination d'une haute responsable européenne à la concurrence, je crois d'ailleurs. Scott Morton. Madame Scott Morton, américaine de son État et à l'État civil. Et là, c'était pas passé finalement. La ligne rouge avait été franchie à ce moment-là. Oui, c'est la première pétition que j'avais lancée. Je vous avoue, je suis en train de me dire que j'ai un avenir dans la carrière des lanceurs de pétition, mais oui, là aussi c'était honteux. C'était l'année dernière où on apprend que une américaine à un très très haut niveau de responsabilité est appelée par von der Leyen et la Commission européenne. Et c'est alors Dieu merci, encore une fois, Jean-Noël Barrot, qui était ministre délégué à l'époque, avait tout de suite pris parti pour effectivement le fait qu'elle parte, le fait qu'elle s'en aille. Donc ça, c'était quand même, j'avoue, très très bien, très positif. Mais on peut noter aussi qu'il n'y a que les Français qui se sont mobilisés, c'est-à-dire, encore une fois, pas parmi le personnel politique européen, parce qu'il y a eu du personnel politique européen qui s'est mobilisé là-dessus, mais les seuls qui se sont exprimés en tant que citoyens dans les médias publics, c'était les Français. Merci beaucoup Thomas Forêt, président fondateur de Walleur, d'avoir répondu à nos questions. La pétition bien sûr est en ligne pour que la CNIL revoie un peu ce jugement de donner à Microsoft toutes nos données de santé à nous les Français. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent à 13h Farida Khelfa, icône de la mode des années 80, et elle publie un livre dans lequel elle raconte la face sombre de sa vie, à la fois dans la nuit parisienne mais aussi dans son arrivée dans la banlieue parisienne. À tout de suite. De Fourvière à Montplaisir, de la Cité internationale à Gerland, du parc de la Tête d'Or à Saint-Just, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.